Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est, on peut le dire, absolument crucial pour tout projet industriel en Afrique du Nord et de l'Ouest, la conformité réglementaire des équipements sous pression. Alors, comment être sûr que vos installations sont non seulement sûres, mais aussi parfaitement légales, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Sénégal? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Haute. Et le défi, il est taille, honnêtement. Chaque pays a son propre cadre, ses propres règles, qui en plus évoluent constamment. Essayer de s'y retrouver, ce n'est pas juste une formalité administrative, non, c'est un véritable enjeu de sécurité et de performance. Parce qu'une non-conformité, ça peut avoir des conséquences très graves, et bien sûr des arrêts de production qui coûtent cher. Exactement. Et tu sais, avant même de plonger dans les spécificités de chaque pays, je pense qu'il est essentiel de poser les bases. Il existe un socle commun, une sorte de langage universel que sont les standards internationaux. C'est vraiment le point de départ de toute démarche de conformité sérieuse. Alors on peut commencer par la PED, la directive européenne sur les équipements sous pression. En fait, son approche est presque philosophique. Elle ne vous dit pas comment construire un appareil, étape par étape, non. Elle fixe plutôt des objectifs de sécurité. En gros, elle définit les exigences fondamentales qu'un équipement doit respecter pour pouvoir circuler librement en Europe. Et cette logique, elle a inspiré beaucoup de réglementations dans le monde. Et puis, à côté de ça, on a le fameux code ASME. Lui, c'est la référence mondiale pour la construction pure et dure. À l'inverse de la PED, l'ASME est très, très prescriptif. La section 8, division 1, c'est une sorte de bible pour les ingénieurs. Elle détaille avec une précision quasi chirurgicale comment concevoir, fabriquer et inspecter un équipement pour garantir son intégrité physique. D'accord, donc si je résume, l'ASME nous dit comment construire solidement, la PED donne la grande logique de sécurité, mais ça ne suffit pas pour démarrer une usine sur place. C'est là que les réglementations nationales entrent en jeu, n'est-ce pas? Elles imposent les règles du jeu pour l'installation, l'inspection, l'exploitation. Alors voyons concrètement ce que ça donne pour nos trois pays. Tout à fait. Commençons par la Tunisie. Prenons un exemple que tout le monde connaît, les bouteilles de GPL, le gaz qu'on utilise à la maison. La réglementation, via l'arrêté de 2011, est limpide. Elle impose un contrôle périodique fait par un organisme agréé, avec un test qu'on appelle l'épreuve hydraulique, à 30 bars. Et la fréquence de ce test est bien définie. Tous les 5 ans pour les bouteilles fabriquées avant 1986 et tous les 10 ans pour les plus récentes. C'est simple, c'est précis et il n'y a pas de discussion possible. Passons à l'Algérie. Le cadre réglementaire s'appuie sur des textes qui datent de 1990, mais attention, il a été modernisé, surtout pour le secteur stratégique des hydrocarbures, avec un décret important en 2021. Ce texte est clé car il définit clairement ce qu'est un équipement sous pression et surtout, il met en place un point de passage obligé, l'approbation du dossier technique par l'ARACH, l'autorité de régulation des hydrocarbures. Sans le feu vert de l'ARACH, l'équipement reste à quai. Au Sénégal maintenant, la grande nouveauté, c'est le Code de l'environnement de 2023. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les équipements sous pression sont maintenant explicitement classés comme des installations dangereuses. Ça change tout. Le niveau d'exigence monte d'un cran et le contrôle est placé directement sous l'autorité du ministère compétent. La gestion de ces équipements devient donc un enjeu de sécurité publique et de protection de l'environnement. On le voit bien, chaque pays a vraiment ses propres règles, ses propres autorités de contrôle. Alors, la question à 1 million, comment un opérateur industriel peut-il bien gérer tout ça de manière efficace et, si possible, un peu standardisée? Eh bien, la solution, c'est une approche vraiment structurée de la documentation. Et pour l'expliquer, on va utiliser une petite analogie. Voilà l'idée. Imaginez le dossier de conformité de votre équipement, non pas comme une pile de paperasse indigeste, mais plutôt comme son passeport technique. C'est ce document unique qui prouve son identité, son histoire, sa bonne santé et qui lui donne le droit de voyager, c'est-à-dire d'être mis en service et utilisé en toute légalité et sécurité, peu importe le pays. Sans ce passeport, l'équipement est tout simplement bloqué à la frontière réglementaire. Et ce passeport, il doit contenir des informations bien précises, ce qu'on appelle le dossier minimum. C'est une sorte de checklist universelle en 7 points. D'abord, l'identification, la plaque constructeur, sa carte d'identité. Ensuite, la conception, les plans, les notes de calcul, la preuve que ça a été bien pensé. Troisièmement, la fabrication, les qualifications des soudeurs, les rapports de contrôle non destructif. En 4, le certificat d'épreuve, la preuve qu'il a bien résisté à la pression. Cinquièmement, la sécurité, toute la doc des soupapes. Sixièmement, le suivi en exploitation, son carnet de santé, en quelque sorte. Et enfin, le point 7, crucial, la preuve de la conformité locale, les autorisations spécifiques du pays. Avec ces 7 points, on a une colonne vertébrale solide.
Au final, il faut vraiment voir les choses différemment. Un dossier technique complet et bien tenu, ce n'est pas juste une contrainte administrative pour faire plaisir à un inspecteur. Non, c'est la meilleure assurance vie pour la sécurité de vos opérations et la performance de votre usine sur le long terme. C'est un investissement qui protège les gens, l'environnement et votre business. Voilà une approche, on l'espère, plus claire pour un sujet qui peut paraître intimidant. Et pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action, on a préparé une ressource très pratique. Il est possible de télécharger la checklist détaillée de ce fameux dossier minimum, avec en plus les liens directs vers les textes réglementaires qu'on a mentionnés. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse.